ma première question en fait sera en fait pour vous, Jolanta Taliaska. Vous montrez bien dans votre étude sur la bibliothèque Regia du roi Stanislas August Poniatowski, et vous m'excuserez pour la prononciation des mots polonais. J'ai été très bien éduqué par Agnieszka, mais c'est quand même pas parfait. C'est quand même pas parfait. Vous montrez bien dans votre étude que, au fond, cette bibliothèque Regia, ce qui serait un peu pour nous le cabinet du roi, comportait en fait une très importante section consacrée aux estampes et aux dessins. Et ce qui est particulièrement passionnant, et ce n'est pas le seul cas dans l'espèce qui est examinée dans le volume, c'est que c'est une création ex nihilo, cette collection. Et au fond, ma question c'était de savoir si, à votre avis, il y a un modèle qui a préexisté, un modèle qui a servi au roi Stanislas August Poniatowski, ou si c'est quelque chose qu'il a intégralement forgé de son imagination. Merci pour votre question. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une question facile, parce qu'il y avait beaucoup de sources d'inspiration pour gagner collection par Stanislas August. Les modèles, ce sont pour première les collections françaises. Par exemple, la Pierre Crozat ou Mariette, anglaise, allemande, comme collection Andrés, Couperspiel Cabinet Andrés, aussi collection monarchique, comme grande collection de l'impératrice Catherine II. Il faut souligner que c'était très très important le conseil de Madame Geoffrin, spécialement pour Stanislas August très jeune. Il était très souvent à Paris, en France. Le conseil de Madame Geoffrin en était très important et inspiré pour Stanislas August. Aussi le conseil d'artistique de Marcello Bacciarelli, aussi très important. Nous pouvons rappeler toutefois que c'était l'époque que les idées de Karl Heineken de Dresde sont très très importantes pour collectionneurs du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, c'est le plus parisien des collectionneurs polonais? Oui, d'accord. Mais le roi préférait les artistes français, mais aussi les artistes italiens, les artistes néerlandais. Il gagnait beaucoup de dessins de l'école européenne. Il aussi collectionnait la gravure. C'était particulièrement, aux gravures d'interprétation. C'était très très riche partie de la collection royale. Oui, une collection malheureusement en grande partie détruite. Oui. Malheureusement. Oui, malheureusement. Si ce titou avait été conservé, on serait devant quelque chose. Oui, plus que 60%. Ouais, 60% de l'exception, qui est énorme. Et je vois que, en fait, vous avez illustré votre communication avec ce dessin qui, moi, me passionne, oui. de Fabio Pettamati, qui est un artiste absolument inconnu, dont il y a deux dessins au Louvre. Et vous avez évoqué Dresde,
et le cabinet des dessins de Dresde. Le cabinet des dessins de Dresde a 3 dessins de Venamati. Et Stockholm a aussi des dessins de Venamati. C'est un artiste qu'en général on confond avec Ligotti. Et à propos de Stockholm, est-ce qu'on a le droit de faire un parallèle avec les collectionneurs suédois comme Carl Gustaf Tessin? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Je retiendrai non, pardon. Oui, parce que le roi Stanislas Auguste, le comte de Tessin, on était influencé par la culture française. Oui. Tous les deux collectionnaient les dessins, mais Stanislas Auguste collectionnait aussi la gravure. Oui. Moi, ce qui m'a impressionné comme analogie, c'est l'importance des costumes de fête et des costumes de mascarade, et l'importance de l'architecture. Aussi les dessins d'architecture. L'architecture. Mais il y a aussi les différences, parce que le roi collectionnait aussi les artistes de la peau, les artistes polonais. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Oui. Je voudrais souligner la mode de la présentation de la collection, très luxueuse.